That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Mon invité, vous le connaissez, Yal Sadat, il est venu par 2 fois chez Microciné. La dernière fois, c'était pour nous parler d'un livre qu'il a écrit, édité chez Façonnage Éditions, Vigilante, la justice sauvage à Hollywood. Et la première fois, c'était pour nous parler d'un film co-réalisé avec Camille Jouza sur Jodie Foster, qui était disponible sur Arte. Il s'avère qu'aujourd'hui, il revient pour un film co-réalisé avec Camille Jouza sur Martin Scorsese. Le sous-titre, c'est Italo-américain. Très important parce que le film part de là et on va parler de tout ça après. Le film, donc, sera diffusé sur Arte le 11 février à partir de 20h05 dans le cadre d'une soirée spéciale. D'abord, il y a leur film. Ensuite, une heure après, il y a Le Loup de Wall Street. Et le film sera disponible en replay à partir du 11 février jusqu'au 11 mars, quelque chose comme ça, donc pendant un mois. Voilà. Je crois avoir tout dit. Oui, sauf une chose. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Écoute, très très bien. Et quand tu m'as fait part je vais être extrêmement transparent avec toi, quand tu m'as fait part de ce projet, de ce film, je me suis dit, mais ils sont fous, mais comment ils vont faire pour parler de Martin Scorsese sur 45-50 minutes? C'est pas possible. Et si ça l'est, parce qu'ils sont pas, c'est pas, je veux dire, ça fait longtemps qu'ils travaillent et sur cette question, mais aussi sur la diversité du cinéma, donc ils ne sont pas fous, mais moi je vais quand même te poser cette question, déjà, d'où ça vient cette idée-là, déjà, petit 1, et puis oui, est-ce que ça vous a traversé un peu l'esprit de cette folie de parler d'un cinéaste comme Martin Scorsese, que je crois est connu, tout le monde connaît Martin Scorsese, donc comment on fait pour en parler? Non, mais c'est exactement la question, qu'il faut poser, qu'on s'est posée. On avait fait effectivement, un documentaire pour Arte déjà sur Jodie Foster, tu l'as dit, et donc il y avait une sorte de suite logique. On avait envie de refaire quelque chose avec, donc Camille, et la même, maison de boîte de production, donc Emma Lepers, chez Hauicourt, et on se disait: «Qu'est-ce qu'on va proposer?» On avait traité Taxi Driver, Scorsese pouvait s'imposer, mais et on avait très envie parce que moi, j'étais particulièrement obsédé quand on terminait le Jody, par The Irishman, qui a été quand même une sorte de révélation que, Scorsese était plus important pour moi que je ne le pensais. Heu, ce film qui était testamentaire, mais enfin qui était évidemment un faux testament, et je me suis rendu compte à quel point il avait été fondateur, j'avais presque oublié, voilà, ça fait partie des idoles, en fait, tellement présentes qu'on a du mal à appréhender, voilà, l'importance qu'elles ont de manière intime, et alors après, je me suis dit: «C'est évident que je vais pas aimer passer beaucoup de temps dans les archives à raconter l'histoire, de Scorsese pour Arte à un large public», parce que c'est ça le cahier des charges. Mais voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qu'on ne sait pas déjà? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, amener comme vision de Scorsese? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de parler de Scorsese en 2000, alors c'était 23, mais 24, quelqu'un qui incarne le prestige du grand cinéma international, quelqu'un qui est c'est presque un nom qui est synonyme de, voilà, de cinéma d'auteur, et en même temps de studio, et si tu veux, assez rapidement, cette certitude s'est un peu effondrée. C'est-à-dire la certitude qu'il n'est pas nécessaire de le présenter, qu'il n'y a pas de problème avec l'identité de Scorsese, que c'est une affaire pillée. Au fur et à mesure des discussions, c'est quelque chose qui est devenu de moins en moins sûr, notamment quand on se concentre sur la question des racines italo-américaines, des racines siciliennes. Pourquoi? Parce que la première réflexion, c'est que Scorsese, on ne pense plus à lui, et tu as parlé du titre, l'italo-américain, on ne pense plus à lui comme un cinéaste italo-américain, on pense à lui comme un cinéaste américain, tout simplement. Les racines italiennes, on sait tellement qu'elles sont là chez lui, ça prend tellement de place que quelque part, on n'y songe plus. Ça, c'était une première idée, et puis un autre constat, c'était que quand on dit que Scorsese représente le cinéma hollywoodien, le cinéma américain, oui, mais le cinéma hollywoodien d'avant, finalement. Mmh. C'est-à-dire que,
une des occurrences les plus fréquentes, comme ça, où on a Scorsese qui est mentionné dans le débat public, dans le débat sur le cinéma, c'est dans cette espèce de querelle d'Hernani qui l'oppose au cinéma de super-héros, notamment à Marvel. Mhm. C'est bien connu que aujourd'hui, voilà, son nom est constamment brandi comme ça, comme l'espèce le cinéma des anciens, voilà, qui défend des sujets, des propositions un peu radicales, voilà, contre le cinéma franchisé des super-héros. Il a comparé les films de Marvel à des films parcs d'attractions. Et il s'est attiré les foudres, en fait, d'une toute une jeunesse. S'il suffit d'aller voir un peu sur Twitter toutes les réactions, qui continuent d'ailleurs, mais il y en a eu beaucoup quand il a eu cette petite phrase en promotion de The Irishman en 2019, en disant, voilà, pour moi, ce sont plus des films par d'attraction que du vrai cinéma. On voyait des réflexions de gens qui disaient, voilà, il y a un tweet qui m'a marqué, c'était c'est pas parce que tu as réalisé Pulp Fiction que tu as le droit de t'en prendre à ce que nous aimons. Mais c'est génial, mais je trouve ça Oui, génial. alors là, Génial. tu te dis, bon, c'est quand même curieux ce truc où finalement, à côté de ça, je voyais des textes, ça c'était je pense des jeunes fans de Marvel sur Twitter, mais je voyais aussi des plumes plus établies, plus âgées, souvent se tromper, écrire qu'il avait réalisé Scarface ou qu'il avait réalisé les, euh, Le Parrain. Enfin voilà, il y a une sorte de confusion entre les différents cinéastes italo-américains. Scorsese, c'est même un nom italien. On n'y pense même plus comme un nom italien, et puis on l'écrit mal. Parfois, on écrit cette erreur fréquente de l'écrire avec un C à la place du S. Enfin, c'est quelqu'un voilà, qui est tellement là que, en fait, la certitude de savoir vraiment qui c'est et de savoir, de se souvenir que c'est quelqu'un qui a incarné une minorité à Hollywood et qui l'a fait entrer à Hollywood, c'est-à-dire les Italo-Américains, dans au début des années 70, euh, pour ensuite dévier de cette trajectoire et refuser de n'être que ça, entre guillemets, de n'être que la personne qui porte le label cinéma social, cinéma Mm. enraciné en Europe, ou je veux dire qui descendrait de l'Italie. Il a refusé d'être le porte-voix des Italo-Américains pour devenir autre chose. Mais ce combat-là, c'est-à-dire cette espèce de dualité entre suis-je un porte-parole d'une communauté, ou suis-je un cinéaste américain dans un sens plus large? Est-ce que j'appartiens à New York ou est-ce que j'appartiens à Hollywood? Et on pourrait le dire comme ça, aussi en termes d'esthétique, est-ce que je suis le disciple de Rossellini ou le disciple de John Ford? Ces questions-là, en fait, c'est presque un trouble identitaire qui habite Scorsese, qui a déterminé sa carrière, et ce sont des questions qu'il n'a presque pas résolues aujourd'hui encore. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'injuste manière de d'ancrer Scorsese dans le passé, en faisant un symbole du vieux cinéma, et au point qu'on oublie quel film il a réalisé et d'où il vient, et le combat qu'il a mené pour intégrer Hollywood. Tout ça, ça me faisait dire, en fait, il est temps, plus que jamais, de faire de faire un documentaire sur Scorsese qui soit accessible et qui rappelle qui il est, tout en forant, je dirais, tout en creusant comme ça des pistes de réflexion, même pour les gens qui connaissent déjà et voilà, qui vont approfondir ou trouver, notamment à travers des images, des archives qui sont pas courantes, qui avaient un peu disparu et qu'on a évidemment été exhumées. Mais cette question que tu poses est très importante. En plus de cela, elle traverse le film. Mais je t'avouerai qu'en regardant le film, je me suis posé une autre question. Euh, En gros, la question de la double identité, de la double personnalité, elle se pose peut-être plus facilement, peut-être, je dis bien, dans un pays comme les États-Unis, Oui. mais peut-être moins dans d'autres pays plus vieillots, plus vieux de par leurs racines, on va dire ça comme ça, comme la France par exemple. Est-ce que on pourrait faire un documentaire sur un Français, je ne sais pas moi, qu'il soit d'origine italienne ou maghrébine, peu importe, et on essaierait de comprendre pourquoi il ne s'attarde pas, pourquoi il ou elle ne fait pas un cinéma entièrement autour de sa communauté? En France, je ne sais pas si on pourrait se poser cette question, vu que c'est compliqué. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on peut se la poser parce que c'est un pays qui tellement, enfin,
ce pays s'est construit parce qu'il y a eu plusieurs immigrations. Et, Ouais. et je me la suis posé cette question et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut la poser, celle-là, parce que dans un cinéma comme comme le cinéma des États-Unis. D'ailleurs, à la fin, vous dites, c'est parce que il a continué à questionner cela qu'en fait, il questionnait l'Amérique. Mais oui, mais s'il questionne l'Amérique, c'est parce qu'il y a plusieurs communautés, et c'est ça aussi l'Amérique. Bien Il sûr. n'y a pas eu des colonisations. Enfin, l'Amérique n'a pas colonisé l'Italie ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, il y a eu, comme en Non, France, par bien exemple. sûr. Et je Eh, pose la question, mais de manière très, très objective, en fait. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Vraiment, non, je bien voulais sûr. partager ça avec toi. Non, non, je comprends, mais c'est effectivement toute la différence, c'est que les États-Unis sont, comme ça, on dit, un empilement de communautés, un melting pot qui n'en est pas un, en fait, puisqu'il y a pas de brassage républicain comme chez nous, enfin, en tout cas, de mythe du brassage républicain. Voilà. Euh, c'est, on pourrait dire parfois un agrégat de communautés qui sont juxtaposées, une juxtaposition. Cela dit, voilà, c'est bien pour ça que filmer le peuple américain, c'est quoi? Filmer le peuple américain, c'est filmer sa propre communauté, qui est de toute façon un élément du peuple américain. Mm. Euh, et en fait, l'analogie avec John Ford, je disais, est-ce que c'est le disciple de Rossellini ou de Ford? Euh, Ford, si on prend Ford, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour Scorsese, et même s'il a plutôt vu des westerns de King Vidor dans sa petite enfance, il se rappelle quand même très bien, il parle souvent d'un prisonnier du désert, à quel point c'est important pour lui, ou Je peux Cheyenne. comprendre. Je peux comprendre. Euh, euh, John Ford a filmé quand même avant tout les gens de l'Ouest, c'est-à-dire avant tout une communauté. Elle peut être majoritaire, elle peut être, comment dire, on peut ne même pas y penser comme une communauté, mais ou comme une minorité, mais comme l'Amérique dominante. Toujours est-il que, en priorité, ce qui l'a intéressé, c'est ce que devenaient les Irlandais aux États-Unis, ce que devenaient aussi les protestants. Enfin, je veux dire, il y a cet agrégat de communautés peut-être à l'ouest, mais c'était quand même un style de vie, qu'on soit catholique irlandais ou anglais ou allemand protestant, on est quand même dans un espèce d'endroit qui est le monde de la frontière, où des mœurs, comment dire, se constituent. Et à partir de ce style de vie qui déjà était évidemment révolu quand ce monde n'existait déjà plus quand Ford le filmait, on a une idée de ce que c'est que l'Amérique. Et je pense que en filmant depuis l'autre extrémité du pays, donc depuis la côte Est et depuis particulièrement New York, au Mhm. début de sa carrière, avec des films, les tout premiers sont ancrés comme ça dans Little Italy, le Lower East Side, Scorsese en fait fait la même chose. Il a besoin d'en sortir, il a besoin, et plus que Ford qui en sortira un peu, parce que Ford n'a pas fait que des films Ouais. situés dans le même décor, mais beaucoup plus que Scorsese, il y est resté. Scorsese a voulu sortir de cette espèce de comme ça, de carcan, et puis de bulles. On avait d'ailleurs au départ imaginé une structure du film qui soit beaucoup plus comme ça, qui fonctionne par bulle, comme ça, par une espèce de, voilà, de suite de micro-mondes imbriqués les uns dans les autres, parce que sa filmographie correspond à ça. Il va sortir de Little Italy, ça on a tendance à l'oublier, mais je veux dire, en fait, même ces films de mafia ne se passent pas vraiment. Casino, c'est un film qui investit l'ouest des États-Unis pour mieux parler comme ça de ce que devient la diaspora italienne, on va dire, qui a accédé au rêve américain à travers la criminalité. Et au capitalisme à l'américaine à travers la criminalité. Euh, mais en fait, en filmant ces endroits-là, que ce soit le Nevada dans Casino, ou que ce soit, je sais pas, ça peut être aussi d'une certaine façon ce qu'il a fait récemment avec Killers of the Flower Moon, en fait, il revient toujours à la question de la communauté, de sa communauté, que ce soit de manière métaphorique ou pas. Euh, de, et je veux dire, en revenant sans cesse là d'où il vient, il donne une image de ce qu'est le peuple américain, toujours. Donc c'est pour ça, effectivement, pour te répondre sur la distinction entre l'Europe et les États-Unis, il est clair que de toute façon, le peuple américain étant fracturé, enfin divisionné de cette façon-là, euh,
en filmer une partie, filmer comme ça une diaspora, une communauté, c'est filmer toute l'Amérique, je trouve. Et ça, voilà, ouais. Bah, restons sur Killing of the Flower Moon, son dernier film en date. Une des premières phrases qui rythme le film que vous avez réalisé, Camille et toi, il y a un extrait du film Alice dans les villes, c'est bien ça? Alice n'est plus ici. Et c'est plus ici, oui. Alice n'est plus, je confonds avec le film de Wenders. Je pense que beaucoup de gens ont dû confondre un jour dans leur vie à ça. Mais et il y a ce petit garçon, et à un moment, vous dites, est-ce que vous dites Scorsese a au début, enfant, scruté le monde depuis son salon. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont été marqués par le plan final de Killing of the Flower Moon. Alors, je suis chez Microciné, on s'en fout, on spoil. Hein. Ça n'existe même. Enfin, moi, je comprends même Bien pas sûr. l'idée de. On dit, c'est pas. On est obligé, sinon on peut pas faire de critique. Donc, c'est ce plan final où on le voit, lui, Scorsese, qui finalement rappelle le personnage principal féminin, Osage, comment elle est morte, où est-ce qu'elle est morte, et qu'est-ce qu'il y avait décrit sur sa pierre tombale, ou qu'est-ce qu'il n'y avait pas décrit, ou ce qui manquait sur la pierre tombale. Ouais. Et puis c'est lui qui le dit. Et c'est très beau. Moi, j'ai trouvé ça très beau, pas que parce que c'est très beau, mais pour plus de choses, pour plus de raisons. Mais ce scruter le monde depuis son salon. Est-ce que à un moment, question provocatrice, est-ce qu'il très souvent il est resté dans son salon, dans sa filmographie, ou il est sorti de son salon? Parce que moi, le dernier plan de Killing, pour moi, il est sorti de son salon depuis très longtemps. Alors oui, mais effectivement, ça revient un peu à la question précédente, c'est-à-dire, Ouais. dans quelle mesure on sort de ce qu'on connaît, de son terreau d'auteur, parce qu'on Ouais. parle de communauté italo-américaine, mais après il y a la question aussi du territoire d'auteur. Est-ce qu'il peut filmer autre chose? Mais oui et non. C'est pour ça que la question de l'identité est si importante. C'est-à-dire que, il est question de savoir, est-ce que lui qui avait été, biberonné comme ça au film hollywoodien, donc au western, mais aussi au néoréalisme, est-ce qu'il allait justement devenir un cinéaste réaliste qui tourne, qui bat le pavé new-yorkais et qui filme la réalité urbaine de son temps, et cetera, et cetera. Ce que lui conseillait de faire John Cassavetes, on rappelle cette espèce d'hésitation qu'il a à un moment donné, c'est-à-dire, comme je disais, quel est son père de cinéma, enfin, quel est son modèle de cinéma, quel est son mentor? Est-ce que c'est John Cassavetes qui l'incite à faire ça, à documenter ce qu'il connaît le mieux en termes de communauté, de sortir dans la rue en bas de chez lui, hein, ou alors de regarder depuis la fenêtre, comme tu dis, puisqu'il était c'était un enfant enfermé. Ou alors, est-ce que son mentor, c'est Roger Corman, qui est quelqu'un qui, par essence, dans la série B, on fait feu de tout bois. Et on arrive à, voilà, à investir un décor, un genre qui peut plaire, qui peut se commercialiser. Et on l'investit, puis on raconte on fait passer ses propres obsessions politiques à travers. C'est ce qui était un peu le modèle de Corman et surtout des auteurs qu'il a formés, qui ont fait feu de tout bois. Et ben, Scorsese, bien que se plantant sur Boxcar Bertha, parce que c'est vécu comme un échec artistique pour lui, c'est un film qui n'est pas un western, mais qui se passe voilà, dans le sud agraire, en pleine prohibition. Alors il y a des trains, je dirais des scènes d'action avec des fusils à pompe. On est dans une époque qui ne lui ressemble pas, il n'est pas tout à fait à l'aise là-dedans. Mais comprenant que, en fait, il appartient un peu à ces deux mondes, il ne peut pas être complètement dans l'un ou complètement dans l'autre. Il ne peut pas être complètement quelqu'un qui documente l'intérieur de la bulle, donc du Lower East Side, et qui pourrait s'épanouir comme, disons, le Spike Lee. C'est anachronique, mais le Spike Lee de la communauté italo-américaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien, très très bien. Il sait qu'il ne pourra pas s'épanouir là-dedans et qu'il a besoin du Hollywood des studios, du Hollywood des comédies musicales. Il en fait une à sa façon. C'est encore New York, New York. C'est un film qui est partagé entre un amour très enfantin, une vision même de New York, d'un New York transformé par le carton-pâte des studios californiens, mais qui, quelque part, a une plus grande réalité pour lui que le New York, on pourrait dire, disons,
de l'Upper East Side, qui à l'époque, en fait, quand il grandit à New York, l'Upper East Side, c'est quasiment un pays étranger pour lui. C'est à un certain nombre de blocs comme ça au-dessus de chez lui, mais il s'y rend jamais. C'est pas quelqu'un qui fréquente ces quartiers-là. Bon, il a pour te dire qu'en fait, c'est un enfant éternellement bloqué dans son salon à travers une vitre qui est aussi l'écran de télé et l'écran de cinéma. Et donc, et en même temps, il a des parents qui parlent italien entre eux, qui sont encore très très connectés à leur communauté. Et donc, il y aura un refus de choisir, c'est-à-dire de toujours sortir, et de regarder les différentes communautés, y compris aujourd'hui la communauté Osage, les Indiens, les Amérindiens, et puis les femmes de cette communauté, de revisiter, en tout cas de retracer cette espèce d'affaire qui était encore trop méconnue, qui sont donc le massacre des Amérindiens de la communauté Osage. Et je pense qu'il ne la regarde pas pour achever de te répondre sur ce film-là en particulier, mais ça vaut pour tous ces films. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui sorte de chez lui. C'est pas l'enfant qui sort de son salon armé de sa caméra à l'épaule. On pourrait dire à la Cassavetes, mais en fait là on pense plutôt à quelqu'un qui ferait du réalisme semi-documentaire très très loin de chez lui. Je sais pas, Jean Rouch, ou je veux dire, on est très très loin de quelqu'un qui sortirait, qui irait sur le terrain et qui comment dire, dévoilerait une réalité, se ferait de l'immersion comme ça, presque ethnographique, dans un autre terreau, sur un périmètre qui n'est pas le sien. Il sait qu'il a besoin d'aller voir ailleurs, de porter son regard loin. Il n'est jamais retourné littéralement à Little Italy, ou de manière très furtive. Il s'est aventuré jusque sur les terres d'Oklahoma et sur le Osage County, mais à travers les moyens du cinéma. Il y a toujours l'écran du cinéma. Excuse-moi. Il y a toujours l'écran du cinéma et il y a toujours un filtre de cet enfant qui est chez lui à fantasmer un monde. D'ailleurs, ce qu'il filme le mieux dans Killers of the Flower Moon, ce n'est pas cette communauté. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas immergé dans leurs coutumes et dans l'héritage de cette communauté, de tous ces gens qui ont hélas disparu, parce que beaucoup ont été décimés. Mais je veux dire par là, il avait la matière du livre de David Grann. Il a toujours une matière foisonnante, tout comme pour Les Affranchis. Il avait Nicolas Pileggi qui avait écrit un livre très précis sur la mafia, très documenté. Ouais. Là, il a une source littéraire, il a une source historique comme ça, et il va filmer ce qu'il, non pas la communauté étrangère à ce qu'il connaît, mais il va filmer ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire les congrégations masculines. C'est très souvent ça, on le sait chez lui, mais pour mieux en montrer toute la duplicité. Et là, je trouve que c'est là qu'il est resté génial pour moi, c'est-à-dire que il va encore faire un film de mafia, il va encore faire un film de complicité masculine qui se joue comme ça par des airs entendus, des œillades, des langages codés. Il y a toujours la question du langage codé chez Scorsese, et ça se reproduit dans Killers of the Flower Moon. Donc encore une fois, il est presque sur le modèle éternel des Vitelloni. C'est une référence pour lui, déjà des Mean Streets, une bande de mecs. Son rapport aux bandes de mecs évolue entre Who's That Knocking at My Door et qui pareil, un film à partir de sa connaissance des jeunes garçons un peu désœuvrés de Little Italy, sa bande de copains. Mean Streets en est le prolongement direct. Après, voilà, il est de plus en plus critique à l'égard de ces congrégations de mâles comme ça. Et, là, jusque dans Killers of the Flower Moon, où il oppose ces bandes de mecs, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ces bandes de mâles qui se battent au départ comme des chiens, et c'est presque touchant, mais ça peut aller jusqu'à l'extermination, enfin, l'entre-dévoration, mais aussi l'extermination d'une communauté, et le génocide, un génocide
d'Amérindiens, puis aussi des féminicides très nombreux. Heu, en fait, là, il en fait ce sont eux qui sont le fléau. C'est-à-dire que, les assemblées comme ça de mâles, soudés par des liens, mafieux, sont mis mieux que jamais face à un regard d'altérité, qui est le regard de Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon. Donc pour te répondre, on revient à ce qu'on disait, il est allé loin de chez lui, c'est certain, mais sans se départir du filtre très cinéma hollywoodien, de ce filtre de cinéphile, de spectateur, parce que Killers of the Flower Moon, c'est vraiment une forme, je pense, qui, voilà, elle a une espèce d'amplitude toute hollywoodienne, et puis sans se départir de sa connaissance intime de ce que c'est que la complicité masculine. Alors, continuons le chemin dans ce documentaire, parce qu'à un moment, vous attardez, vous vous arrêtez, vous vous attardez sur Taxi Driver. Ouais. Et là, c'est génial, parce que vous distillez comme ça quelques indices. À nous d'en faire enfin, et puis c'est à nous, spectatrices ou spectateurs, de réfléchir sur ce que vous nous proposez. Ouais. Et c'est très perturbant. Alors, on le sait, on le devine, mais c'est quand même très perturbant parce que moi, j'avais oublié, ou alors peut-être que je n'avais jamais vu ces quelques secondes d'interview de Scorsese où il parle de Travis Bickle en parlant d'un personnage gentil, finalement. Au fond, Dixit, Ouais. au fond, c'est un personnage gentil. Après, bon, la manière qu'il a, enfin, la forme de sa réflexion peut-être est à désirer, voilà, tout ça. Mais c'est passionnant parce que finalement, la question, elle est là, c'est il finit par sortir de son salon, mais avec la géographie des lieux qui l'ont regardé, et puis la géographie des salles de cinéma qui l'ont regardé. Et puis, il y a Paul Schrader qui est là aussi, et il y a des choses qui se font. Et puis, on ne peut pas dire que Travis Bickle n'est pas, que Scorsese n'est pas Travis Bickle. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ouais. Si, il l'est. Mais c'est ça qui est passionnant parce que vous êtes là et vous dites, bon, nous, on place ça comme ça. Ouais. Et ce serait con de dire, là, pour le coup, il a une vision raciste, parce que ce serait trop complexe. C'est trop simple de dire ça. Après, le reste de ses films, enfin, voilà. Mais c'est intéressant que. Et moi, la question, là, c'est plus de la cuisine interne. Ouais. Quand vous écrivez le film, ce Ouais. petit moment-là, est-ce qu'il est important pour vous? Il y en a un deuxième aussi, on en parlera après du deuxième moment, mais ce moment-là, entre 20 et 25 minutes, je crois, du film, est-ce que c'est important? Et qu'est-ce que ça dit, en fait, de Scorsese à ce moment-là? Ah non, c'est un pivot. Bah, déjà, Taxi Driver est un pivot, on le Ouais. sait tous. Enfin, voilà, ça fait partie des choses aussi qui sont des incontournables, et puis pour les cinéphiles, on sait que c'est la collaboration avec Paul Schrader. Ils seront amenés à retravailler ensemble, à plusieurs reprises, et voilà, les cinéphiles le savent. On n'a même pas, sachant que Mmh. le parti pris du documentaire est de se concentrer sur la question de l'identité, au départ italienne, italo-américaine, qui ensuite s'ouvre et s'élargit à une définition plus large de l'identité, métaphysique, on est à un niveau existentiel. Heu on n'a pas, comment dire? On n'a pas besoin de rappeler à ceux qui savent qui est Schrader. Bon, il y a pas de on lui fait une petite, comment dire? Un petit clin d'œil puisqu'il dit c'est on entend, on a choi j'ai on s'intéressait à ce moment où Scorsese dit, «C'est comme si je l'avais écrit moi-même». Il est presque étonné en fait, de à quel point il s'imbrique lui-même dans la personnalité de Travis Bickle, alors qu'il n'est pas italo-américain. C'est un nom, tout à fait, consonance, voilà, anglo-saxonne, bon. Alors, on sait que c'est un pivot, mais nous, on voulait le raconter comme un pivot de presque un virage à 180°. C'est quelque chose qui n'est pas souvent dit. C'est-à-dire qu'effectivement, je le disais, il était vu comme le porte-parole d'une communauté, comme un cinéaste avec des sujets sociaux, comme un cinéaste réaliste, comme un cinéaste progressiste. Il a fait un film féministe qui est donc Alice n'est plus ici, juste avant de faire Taxi Driver. Mais quand il fait Taxi Driver, il travaille avec donc un auteur protestant qui est Paul Schrader. Il passe beaucoup de temps à Los Angeles, même si c'est pas, il s'y sent vraiment jamais véritablement chez lui. Et il passe beaucoup de temps dans les drogues. Ça, on le sait, on le rappelle aussi, mais c'est pas le sujet. Quelque part, il a envie à ce moment-là d'élargir la définition de ce que c'est qu'être un cinéaste de l'identité. Ça lui suffit pas. Il n'est pas que le gamin, l'éternel gamin de Little Italy. Il peut aussi s'identifier à un personnage, donc a priori WASP, enfin voilà, sans origine. Les origines de Travis Bickle, je parle même au sens d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait avant, est-ce qu'il a vraiment été à la guerre,
Est-ce que c'est vraiment un vétéran? Ses parents à qui il écrit, est-ce qu'ils sont encore vivants? Bon, c'est, il va à ce moment-là se dire, je veux faire mon film. Bah, de Wasp, ce serait exagéré, mais en tout cas, je veux faire un film sur ce que c'est que les tares et les névroses de la société américaine. Hein, donc la figure du justicier individualiste, voilà, c'est quelque chose qui est éminemment américain, qui en fait s'adosse à une problématique qui est, c'est pas seulement ce que devient le personnage de western, hein, parce que dans la tête de Schrader et de Scorsese, faire Taxi Driver, c'est un peu faire un hommage, voire un remake, une version personnelle, comme on le dit très personnelle, comme on le dit dans le film, de The Searchers, de John Ford, encore une fois. C'est revenir à Ford, c'est faire La prisonnière du désert, hein, puisque John Wayne allait secourir à sa nièce enlevée par les Indiens. Là, c'est De Niro qui se met en tête de secourir Jodie Foster, captif de ses macros. Donc, comment dire, c'est mettre le doigt sur un air du temps empreint d'une forme de névrose, voilà, qui est très générale, qui est urbaine, mais qui a trait à ce que c'est que l'individu narcissique aussi dans la société américaine, et comment il y a une forme de schizophrénie euh, qui s'empare de Bickle et qui en fait, qui est à mon avis une schizophrénie toute américaine. Bon, je ne vais pas refaire Taxi Driver, mais je veux dire, c'est un livre, il y a eu des très beaux livres dessus. Moi, je me suis concentré aussi dans un précédent travail dont tu as parlé. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour Scorsese, faire Taxi Driver, c'est dire je ne suis pas que le gamin de Little Italy. C'est vraiment dire je suis ce cinéaste qui prend la scène de miroir très au sérieux. C'est-à-dire que la scène de miroir avec You're Talking to Me, c'est l'insertion d'un motif qui est très courant chez lui. Pareil, ça c'est quelque chose, en fait, on a l'impression de le connaître tellement, cette scène-là culte de You're Talking to Me entre De Niro et son miroir, qu'on ne voit plus ces choses-là chez Scorsese. C'est-à-dire on a fait exprès de juxtaposer peu après Taxi Driver, les différents extraits de films. Il n'y a pas seulement De Niro, enfin dans Taxi Driver, mais il y a aussi dans Raging Bull, il parle à son miroir, il récite quelques répliques face à son miroir. Il y a des scènes, vraiment des moments de latence comme ça, qui sont presque un cliché qu'on pourrait trouver lourd, explicatif, de mettre le personnage face à son miroir et de dire dans quelle mesure ça raconte la diffraction de son identité, son dédoublement, etc. Scorsese prend ça très au sérieux. C'est un motif qui est de son court-métrage, comment dire, The Big Shave, où voilà, un personnage se rince devant la glace et le sang qui jaillit à ce moment-là raconte justement une espèce de fascination toute catholique pour la rougeur du sang. Et aussi, il le voyait éventuellement comme quelque chose c'est une métaphore sur le Vietnam, le sang versé au Vietnam. Mais jusqu'à Taxi Driver et jusqu'à un film même qui fait pour la série de petits films télévisuels qui sont Amazing Stories, Histoires extraordinaires. C'est une série des années 80. Scorsese a fait un épisode, Spielberg a fait un épisode, Zemeckis a fait un épisode. Ça a drainé beaucoup de cinéastes qui sont devenus importants à cette époque-là. Et donc, au milieu des années 80, Scorsese fait un épisode consacré au miroir, à la question du miroir, avec un personnage qui se retrouve enfermé, entouré de miroirs, et jusqu'à la folie. C'est-à-dire que Taxi Driver, c'est évidemment l'expression d'une schizophrénie, une sorte de schizophrénie naissante. Mais je pense que il dépasse complètement le cliché pour dire, voilà, l'identité, la seule certitude qu'on avait, nous, les Italo-Américains, et les gens comme moi, c'était d'appartenir, on parlait des minorités aux États-Unis, à à un certain milieu social, avec certains codes. Et en fait, en nous émancipant de cette histoire-là, parce que c'est ça l'histoire des personnages de Scorsese, hein, je parlais de Casino, dans les années 90, ces personnages sont complètement, on va dire, élevés socialement parce qu'ils se sont enrichis à travers le crime, mais enfin, ils se sont enrichis, ils ont vécu le rêve américain, ils ont gagné quelque part, gagné pour mieux devenir pathétique et voire mourir. Mais voilà, ils ont trouvé leur place. En trouvant leur place, c'est-à-dire
en s'insérant dans l'Amérique majoritaire, les personnages de Scorsese renoncent à leur identité, enfin, se disent mais finalement on perd quelque chose, quoi. Et donc les mettre face au miroir, c'est aussi raconter ça. Donc Taxi Driver et sa scène du miroir, c'est un pivot effectivement essentiel. Et puis c'est aussi un moment où on se dit, mais voilà, ce virage à 180 degrés, on s'attendait à un film engagé aux côtés d'une minorité, et qu'est-ce qu'on voit? Un personnage qui n'a pas de nom à consonance sicilienne et qui est raciste, violent, porte l'héritage des justiciers adeptes du deuxième amendement, et qui sont prêts à descendre la première personne vue dans la rue. Enfin, le puritanisme et tout ça, c'est quelque chose qui tout à coup éclate au visage, et on ne le dit pas assez, de la presse, de Tennessee Williams à Cannes, qui est choqué par le film et qui rechigne à lui donner la Palme d'Or. Finalement, il change d'avis, mais Scorsese est sacré et en même temps consacré, et en même temps, il perd son aura de cinéaste contre-culturel, progressiste. Enfin, en tout cas, ça devient beaucoup plus trouble, quoi. Et c'est vrai que dans les années 80, c'est pas du tout évident, surtout qu'il fait il y a beaucoup d'échecs, il vit beaucoup d'échecs commerciaux. C'est pas évident de voir Scorsese comme on le voyait 10 ans auparavant, c'est-à-dire comme la promesse d'un cinéma du nouvel Hollywood, contre-culturel, progressiste et marqué, engagé aux côtés d'une minorité. À 29 minutes du film, vous nous donnez un contre-champ de tout ça. C'est, Scorsese dans sa bagnole qui, raconte un rêve, pas un rêve, pas du tout, excusez-moi, c'est pas un rêve, c'est, qu'il est dans sa chambre d'hôtel à p l'hôtel Meurice à Paris, et Oui, qu'il se réveille à 5 heures du mat, et en fait, l'endroit où il se trouve, c'est assez beau, mais il sait pas comment il placerait sa caméra. Et il ouais, ouais. dit textuellement: «Je ne sais plus où poser ma caméra», et c'est à 29 minutes, 28-29 minutes du film, et là, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour passer à autre chose, quoi. Et l'autre chose, ça va être les affranchis, ça va être tout ça. Ouais. Est-ce que c'est un contre-champ à Taxi Driver, ce moment-là? Je ne sais plus où poser ma caméra. Oui, 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 mais alors ça nous amusait beaucoup en fait, enfin, ça nous a frappé. On tenait à en mettre 2 parce qu'il y a aussi une autre archive comme ça qu'on a juxtaposée. On les a montés ensemble pour dire, vraiment, il y a une accumulation de moments où Scorsese, avoue ce truc-là, derrière ce doute par rapport à sa maîtrise. Mmh. Au sens vraiment, là, on ne parle pas des grandes questions, métaphysiques, mais simplement où mettre la caméra, où la poser. Ah, Lui c'est qui est énorme vu déjà ça. Ça, c'est énorme déjà. lui qui est vu comme, voilà, on parlait de synonyme du cinéma de prestige, il est vu comme un virtuose, comme un maestro, pour reprendre, voilà, une terminologie à consonance italienne. Il est vu comme le cinéaste de la maîtrise avec des longs plans séquences. C'est quasiment, voilà, et il y a une manière comme ça, c'est presque un cliché qu'on lui colle, mais il est rangé avec Kubrick à ce niveau-là, quasiment. Et en fait, il dit aussi, voilà, je ne sais pas où mettre la caméra parce que je doute, parce que je me concentre sur autre chose qui se passe en moi, et qui dépasse complètement les questions de technicité, de technique. Donc ça nous amusait de mettre ça. Est-ce que c'est un contre-champ de Taxi Driver? Oui, parce qu'en un sens, à partir de Taxi Driver, vraiment, il éclate son identité, tout comme je parlais de l'identité diffractée, schizophrénique de Travis Bickle, voilà, qui est un exclu, en même temps qui se bat pour des valeurs très conservatrices de la majorité américaine. Il est à la fois pour l'homme politique Palantine, en même temps il projette de l'assassiner. Enfin, il y a c'est un film bâti sur des incohérences qui sont, encore une fois, je pense, qui témoignent de ce que de l'identité erratique de l'Amérique à ce moment-là, et peut-être en général. Et Scorsese lui-même aussi, c'est pareil. C'est comme si à la fin de Taxi Driver, vous avez la tête, enfin, vous avez vous avez des meurtres et du sang qui jaillit. Travis Bickle qui se colle symboliquement le flingue à la tempe sans vraiment tirer, mais sans vraiment se suicider, et encore, on ne sait pas trop. Euh, Quelque part, il fait exploser son moi, quoi. Et on voit cette espèce de plan comme ça où la caméra survole la scène de massacre, le bain de sang. On s'éloigne du bain de sang, on est presque, voilà, du point de vue de Dieu, si on veut, du point de vue du fantasme de Bickle. Mais en tout cas, c'est comme s'il avait fait exploser sa tête et ses différentes identités. Et ben, je trouve que vraiment, Scorsese en est là, à ce moment-là, au début des années 80, il se dit, est-ce que je suis le cinéaste de Taxi Driver ou le cinéaste de Mean Streets? Est-ce que je suis un mercenaire des studios hollywoodiens, ou est-ce que j'appartiens à New York? Est-ce que je suis américain ou italien? Enfin, ça, je pense
pose plus trop la question. Je pense qu'il est vraiment, c'est un Italo-américain, il ne parle pas italien lui-même, ses parents oui, mais lui non. Bon, mais en tout cas, voilà. Est-ce que je descends encore une fois de Corman ou de Cassavetes? À ce moment-là, quand il dit ça, quand il dit où mettre la caméra, où regarder, où est-ce que je regarde et quel est mon point de vue, parce que pour avoir un point de vue, il faut savoir qui on est, les choses ne vont pas de soi. Et à ce moment-là, il oscille entre le désir. Alors, voilà, il a fait Raging Bull, il oscille entre ça et le désir de faire la dernière tentation du Christ, qu'il a déjà mis en chantier et qui va mettre jusqu'à 87-88 pour l'achever, avec le scandale qu'on sait. Et donc, qu'on sait, mais Yael, tu seras d'accord avec moi, enfin, les nouvelles générations, peut-être, ne le savent pas ou vont l'apprendre. voilà, c'est pour Et ça. c'est génialissime de l'avoir appelé, parce que moi, je me souviens très bien. C'est ça, c'est l'intérêt de re-raconter cette histoire. Ouais. C'est qu'effectivement, il est dans les années 80 entre plusieurs identités. Il se pose la question d'où est-ce que je raconte le monde, l'Amérique, enfin bon. Et il fait des films de commande qui parlent du rêve américain et qui d'ailleurs lui rapportent beaucoup d'entrées, comme La couleur de l'argent. Il fait un projet très personnel comme After Hours, encore plus personnel comme Le Christ. Et la tentation du Christ est un scandale, c'est-à-dire fait scandale, d'une manière qu'il n'avait pas vraiment anticipé, en tout cas pas à ce point-là. Mais je pense qu'il l'avait quand même anticipé parce que son idée était d'adapter donc un livre qui imagine le Christ tenté par la chair pour aller vite, en tout cas qui fantasme ça, qui rêve d'éventuellement de ces ébats avec Marie-Madeleine. Et en fait, il y a quelque chose comment dirais-je, c'est un moment où il marche sur les traces de Pasolini quelque part. C'est-à-dire qu'il est encore dans son désir de revenir vers les sources européennes. Il s'est marié quelque temps avec Isabella Rossellini. Il a fréquenté un peu Fellini. Je veux dire, il a en tête les scandales qui ont eu lieu autour de Stromboli, par exemple, de Rossellini, et il a en tête les scandales déclenchés par Pasolini. Et quelque part, il va vers son propre scandale, il va vers son propre iconoclasme, sachant que c'est quelque chose qui est très, très compliqué à comprendre quand on n'est pas, je pense, croyant comme il l'est. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois fervent, c'est quelqu'un qui connaît la ferveur, Scorsese, mais en même temps, iconoclaste, c'est-à-dire on peut vraiment casser les icônes. Et quand ce film-là sort sur les écrans, la communauté chrétienne aux États-Unis, catholique en priorité, mais pas seulement, s'insurge, pense que c'est un coup une alliance de Scorsese avec les patrons des studios de Paramount voilà, on a des noms à consonance juive, et l'antisémitisme à ce moment-là resplendit dans le discours des manifestants, des protestants qui disent voilà, enfin, des contestataires qui disent voilà, ça c'est encore un coup d'un petit Italo-américain, je veux dire, presque il lui ôte le droit de croire lui-même et d'être un catholique fervent. Ils prétendent que c'est un film d'un espèce de contestataire 68 art, que c'est un peu ça le schéma, qui se serait allié à des patrons de studio qui voudraient détruire Jésus, quoi. Donc c'est une aberration totale parce que lui est dans une espèce de désir de scandale, je le disais, mais en même temps, je veux dire, le fait de vouloir humaniser Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il pense même à faire le film, il fantasme de faire le film Scorsese dans la société présente avec des Jésus habillés comme vous et moi aujourd'hui. C'est un peu son idée. Finalement, il ne le fait pas. On reste dans la biographie Jésus de Nazareth, mais quand même, c'est ça l'idée, c'est d'humaniser. Et humaniser tout en respectant la ferveur, tout en restant dans la ferveur, c'est quelque chose que la communauté religieuse ne comprend pas du tout. Et donc, ça va jusqu'à des cinémas incendiés, alors pas aux États-Unis, mais surtout en Europe, en France notamment. Le film est retiré de l'affiche parce qu'on brûle des cinémas qui passent La dernière tentation du Christ. Ça va jusque-là. Et ça, c'est vrai que c'est une histoire
on peut s'en souvenir, mais beaucoup de gens, je pense, les plus jeunes notamment, ne connaissent pas cette histoire. Donc ça a été, c'est ça, et ça vient d'une recherche, je le disais, une recherche fondamentalement iconoclaste au sens premier du terme étymologiquement, et ça vient aussi d'une quête, voilà, de quel côté de la religion je suis. Est-ce que je suis voilà, est-ce que je suis fervent au point de respecter l'idole telle qu'elle et de laisser l'idole immaculée, intouchable, ou est-ce que je franchis la barrière, voilà. Est-ce que je fais des films sur ma foi ou pas du tout? Parce que le film qui fait juste avant La couleur de l'argent, c'est pas du tout un film sur cette question-là. Donc, pour te répondre, voilà, c'est une période très erratique avant qu'avec Les Affranchis, là, quelque part, sa carrière prenne un nouveau souffle, presque une nouvelle formule. J'allais dire, c'est pas un très joli mot, parce que c'est pas qu'une formule. Mais en tout cas, il arrive à unifier, on pourrait dire, sa compréhension que l'Amérique a besoin de fables extrêmement lisibles sur le rêve américain, le capitalisme, tout ça, ce que lui a appris La couleur de l'argent. Donc, il va le faire avec Les Affranchis. Et en même temps, il va reparler de ses Vitelloni, sa communauté, son groupe, voilà, de mecs bagarreurs avec toutes les lois qui régissent leurs mœurs, quoi. Et il va réussir à unifier les différentes facettes, et puis aussi la facette religieuse. Il va réussir à unifier ces différentes facettes-là à l'intérieur d'une forme hollywoodienne qui va l'emmener jusqu'à la position où il est encore aujourd'hui. Mais sans ce virage, sans cette manière d'unifier ces différentes facettes avec Les Affranchis, je pense que vraiment imaginons qu'il ait continué à errer comme ça dans des projets très personnels qui ne marchent pas du tout, comme After Hours, à des films de commande comme La couleur de l'argent, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en parlerait plus comme ça de Scorsese. Enfin, on se souviendrait de Taxi Driver, de Raging Bull, de films de Mean Streets peut-être, mais on n'aurait pas la même vision comme ça de quelqu'un qui est aussi installé dans le cinéma d'auteur international. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce film, ne serait-ce que, par exemple, ouvrir une petite parenthèse très sympathique pour ce que vous dites, Scorsese, dès le début, a cette manière de filmer le contraste entre les dominés et les dominants, et l'Amérique des dominants, c'est souvent représenté par une blonde. Et d'ailleurs, il y a un plan très furtif où l'on voit Scorsese lui-même regarder Sybil Shepherd dans Taxi Driver qui arrive comme ça, c'est très très beau, et voilà, il y a des petites choses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Le film, donc Martin Scorsese, l'Italo-américain, le film sera diffusé sur Arte dans le cadre d'une soirée spéciale à 20h05, donc le film, puis 1 heure après Le Loup de Wall Street. Et ce même film sera disponible en replay sur le site d'Arte à partir donc du 11 février jusqu'au 11 mars, film co-réalisé par Yael Sadat et Camille Jusa. Et Yael était là pour nous en parler. Merci en tout cas à toi, et puis maintenant, il faut voir le film. Voilà. Écoute, merci beaucoup à toi pour tes questions. Et à très vite. Générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.